À propos, c'est une série de conversations libres et expertes sur des sujets d'actualité de notre secteur professionnel. Le thème choisi pour cette première série portera sur la révolution que provoque l'émergence de l'IA générative, sous l'angle « La fracture IA est-elle inévitable ?» Ce que je désigne ici par la fracture IA, c'est l'écart a priori irréductible entre les individus, les organisations ou même les territoires qui auraient accès à ces technologies de ceux qui en seraient éloignés, voire exclus. Ce phénomène qu'on a déjà constaté précédemment avec l'avènement du numérique. Alors, dans cette première conversation, j'ai le plaisir d'accueillir Pierre-Éric Mounier-Kuhn, historien, chercheur au CNRS, pour aborder le sujet de l'IA et de la fracture IA dans sa dimension générale. En effet, je suis historien de formation littéraire, j'ai fait du grec et du latin, mais je me suis toujours intéressé à l'histoire des sciences et des techniques que j'enseigne maintenant à Centrale Supélec. J'ai fait ma thèse sur l'histoire de l'informatique et sur les premières politiques gouvernementales qu'on peut appeler aujourd'hui de souveraineté numérique, mais qui remontent déjà aux années 1960. Alors la question, première question me brûle les lèvres, mais avant j'ai envie de savoir si vous pensez qu'on a correctement poser notre sujet de cette fracture IA inévitable et est-ce qu'on a déjà des premiers éléments d'analyse, chiffrés ou pas, sur lesquels s'appuyer pour réfléchir? Votre introduction était très ouverte, très open, bien sûr, donc on peut rebondir dessus. Il n'y a pas de définition académique de l'intelligence artificielle, il y en a plusieurs. La première remonte à l'invention même de l'ordinateur et à l'article de Alan Turing dans Mind, dans la revue de psychologie Mind. L'intelligence artificielle consiste à faire imiter par des machines électroniques le comportement humain et les facultés humaines. Alors, typiquement, pour aboutir à une tâche, pour faire quelque chose, comme par exemple stimuler une conversation. Une deuxième définition, l'intelligence artificielle vise à faire à des ordinateurs autre chose que du calcul numérique. Alors, on s'est lancé dans de la traduction automatique, dans de la reconnaissance de formes, etc., des techniques de simulation de raisonnement. On en est toujours là. C'est essayer de faire des choses qui ne sont pas de la logique pure ou des mathématiques, du calcul mathématique. Une troisième définition qui est un peu personnelle et que j'affectionne, c'est que l'informatique a pour horizon permanent l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, c'est l'horizon qui n'arrête pas de reculer au fur et à mesure que l'informatique progresse. Justement, ces jalons que nous passons au fur et à mesure, qui repoussent un tout petit peu, donc, et qui nous amènent vers un champ des possibles qu'on n'imaginait pas. Est-ce que ça constitue pour vous un élément donc d'inquiétude, un élément de progrès? Alors, vous allez me dire sûrement que progrès et inquiétude vont souvent de pair. Et est-ce que vous considérez que, pour être dans notre question, c'est à la portée de tous? Alors, déjà, c'est pas un champ des possibles qu'on n'imaginait pas, c'est au contraire, si vous me permettez, oui, c'est un champ des possibles qu'on a toujours imaginé bien avant que ce soit possible. Oui. En fait, ces rêves... On commence à toucher, quoi. On commence à approcher. On s'approche, on frôle. Ouais. Le rêve de fabriquer des androïdes, il remonte à très loin, à l'Antiquité bien sûr, mais dans la littérature, vous avez la légende du marchand de sable par Hoffmann, dans les contes d'Hoffmann au début du 19e siècle, qui décrit un androïde créé par un savant dont le voisin tombe amoureux. Vous avez la même chose qui est réalisée, donc à partir de 1950, les grandes machines électroniques, les ordinateurs, permettent de passer du stade d'idée au stade de projet. Et donc, on a ces projets qui commencent à s'appeler intelligence artificielle. Le premier chatbot, donc, c'est ELISA en 1966. Et l'inventeur, le développeur d'ELISA, Joseph Weizenbaum, était très inquiet de voir que, rapidement, les gens sur lesquels il testait ELISA commençaient à projeter des sentiments. Alors qu'il leur avait bien dit, attention, c'est un ordinateur, c'est un robot, c'est une machine. Et les gens ne pouvaient pas s'empêcher de projeter des sentiments. Donc, si je vous suis, ce que vous voulez nous dire, peut-être indirectement, c'est que finalement, nos mentalités sont prêtes
à cette émergence de l'IA générative qui devient quelqu'un de proche de nous puisqu'on peut lui parler, il nous répond avec une puissance et une connaissance qu'on considère, qu'on voit comme infinie. Donc ce que vous voulez dire, c'est que depuis plusieurs siècles, nous serions prêts et donc nous sommes capables d'accueillir ce progrès, je vais être provocant, sans difficulté. Non. C'est pensable. C'est pas pour ça que c'est acceptable. D'accord. Les gens ont pu l'envisager. Et alors là, ça dépend totalement des différences de psychologie de chacun ou des milieux. Vous avez des gens pour qui c'est pensable et souhaitable. Vous avez des gens pour qui c'est pensable et redoutable. Et vous avez toutes les nuances d'opinion entre les deux. En 1948, un grand écrivain français, Bernanos, qui était un chrétien antifasciste, a écrit un livre qui s'appelle « La France contre les robots ». Alors, ce livre ne signifie pas du tout que la France est contre les robots, l'automation. Il disait le vrai problème, c'est pas tellement qu'un jour les robots seront capables d'imiter le comportement humain. Ce qui est vraiment grave, c'est qu'il y ait tant d'humains qui se comportent comme des robots. Et c'est contre ça qu'il met en garde. Pour aller toujours dans le sens de notre question de cette fracture IA, est-ce que vous avez finalement pas plus peur que ça de ce progrès que cette IA générative nous propose aujourd'hui et qui se projette avec encore plus de capacité que finalement l'usage qu'on va en faire? Et dans ces cas-là, est-ce qu'il y a des comportements collectifs, individuels, sociétaux qu'il faudrait prendre ou alors éviter? Alors, je ne suis pas le seul Enfin, beaucoup de gens craignent la prise de pouvoir de la machine sur l'homme, hein, pour résumer. Et ça fait l'objet non seulement de romans de science-fiction et de films comme Alphaville ou 2001, l'Odyssée de l'espace. 2001, l'Odyssée de l'espace, c'est quand même la grande mise en scène que le monde entier a vue, d'humains qui sont embarqués dans un vaisseau spatial, contrôlés par un ordinateur qui devient psychopathe. Exactement. C'est quand même le cauchemar des cauchemars. Ouais. Et donc c'est une métaphore de l'évolution de la civilisation, de l'humanité et de la technique. Et donc, ça a éveillé pas mal de conscience, ça a contribué à éveiller pas mal de conscience, ce qui fait que dans la deuxième moitié des années 90, avec l'avènement de l'Internet et le redémarrage de nouvelles recherches sur l'IA, et surtout dans les années 2000, des scientifiques comme Stephen Hawking et d'autres, et des hommes d'affaires, y compris Bill Gates, ont commencé à lancer des cris d'alerte contre le danger de la prise de contrôle par la machine, par l'informatique, par l'IA, de l'humanité et de son destin. Alors, pour conclure, on doit craindre une fracture IA? On doit craindre autre chose que ça? Alors, autant je suis modéré et quand je parle d'un certain nombre de sujets, autant là, je vous réponds carrément oui, parce que la fracture, quel que soit l'adjectif, est inhérente au progrès technique. À partir du moment où des gens réalisent un progrès et quelques utilisateurs innovateurs l'adoptent tout de suite, ils montent dans le train, parfois c'est eux-mêmes qui ont conçu le train et qui le conduisent, et puis il y a d'autres gens qui restent sur le quai ou qui le regardent passer. Et ça, c'est vrai depuis le néolithique, hein, depuis qu'on a inventé l'agriculture et que quelques civilisations se sont créées avec, pour la première fois, des millions d'habitants dans des empires qui laissaient de côté des chasseurs-cueilleurs. Et on peut aller comme ça jusqu'à la révolution industrielle. Le pays qui a initié la révolution industrielle, qui a pris de l'avance avec la machine à vapeur et les nouvelles technologies, est devenu le maître du monde parce que les autres étaient largués et pratiquement impuissants. Pourtant, on pourrait se dire qu'avec une proposition comme celle de ChatGPT, l'IA, elle est à la portée de tous. Oui, sauf que là, vous avez ce qu'on a appelé depuis les années 1990 la fracture numérique, le digital divide, qui peut se définir de plusieurs façons. D'abord, c'est le problème de l'inégal accès matériel aux ordinateurs et aux systèmes informatiques, aux réseaux. Ensuite, c'est le problème de l'inégale capacité à utiliser ces machines, même si on y a accès. Puisqu'on n'a pas l'éducation. Voilà. Et puis, vous avez des entremêlements, parce que en France, pays relativement avancé et industrialisé, vous avez d'énormes zones blanches de l'Internet et du Wi-Fi. Donc, ce que vous dites, c'est que la vulgarisation existe quand même. Donc ça, pour moi, c'était je parle en mon nom, c'était une très bonne nouvelle pour éviter justement une fracture immédiate et profonde. La vulgarisation donc permet quand même un accès. Pour autant, elle sera quand même
pas complètement égales. Et l'autre élément qui nous soucie pour justement traiter ce point de cette rupture, c'est celui de la rapidité d'adoption, la rapidité de propagation d'une nouvelle technologie. Est-ce que vous ne pensez pas qu'avec la rapidité actuelle sur une population effectivement aujourd'hui plutôt préparée à cela, est-ce qu'avec cette rapidité, on n'aura pas la capacité pour les États, pour ceux qui vont réguler les choses, de se préparer pour permettre d'embarquer le plus de monde possible? Les États les grandes organisations ont toujours un temps de retard. C'est l'innovateur qui mène la danse dans ces cas-là, mais c'est à l'État, s'il le veut, si on le souhaite, de reprendre le contrôle. Si on veut faire un humain numérique, il faut que l'humain garde le contrôle de la technique. Donc c'est un problème politique. Et ça a été très bien montré, par exemple, dans les difficultés qu'a rencontré Facebook. Il y a une 8aine d'années, à la suite de la campagne présidentielle américaine. Facebook a été en but à des critiques, d'ailleurs un peu contradictoires. On lui reprochait à la fois d'être trop laxiste vis-à-vis de certains contenus et de pratiquer au contraire une censure excessive. Et Facebook a estimé que c'était pas le rôle d'une entreprise privée d'imposer des principes éthiques ou de filtres politiques au contenu, et il s'est tourné vers les pouvoirs publics. La conclusion, ça a été: il faut créer un conseil de surveillance indépendant qui imposera ou suggérera des principes en fonction des grands principes des droits de l'homme pour trouver un compromis entre les différents critères, les grandes contraintes que sont la sauvegarde de la vie privée, la sécurité, la liberté d'expression et l'égalité d'accès. Très bien, je crois qu'on a fait un premier tour de cette question qui restera un champ d'investigation toujours vivant parce qu'il est très dynamique. On n'aura pas une réponse directe parce que je pense qu'il n'y en a pas pour l'instant sur cette fameuse inévitabilité d'une fracture IA. En tout cas, on a eu une première impression avec l'expérience et le recul d'un historien des sciences. Merci beaucoup.